Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Ferdinand Barraruzunza. Performance des politiques économiques en Afrique subsaharienne. Théorie et évidences empiriques, 2010. Dieudonné Yelikaatamu. Proverbes, paraboles et argot dans la chanson congolaise moderne, 2010. Oumar Sangaré, la production cotonnière en Haute-Guinée, 2010. Osvaldo Adiazo, des fillettes esclaves à Libreville au XXe siècle, 2010. Alphonse Makengo Nkutu, les institutions politiques de la rez-de-chaussée, de la République du Zaïre à la République démocratique du Congo, 1990 à nos jours, 2010. Pierre-François Edongontede, Ethno-anthropologie des punitions en Afrique, 2010. Alphonse Makengo Nkutu, les institutions politiques de la rez-de-chaussée, de l'État indépendant du Congo à la République du Zaïre, 1885 à 1990, 2010. Gaston Mbembandoumba, transports urbains publics et privés au Congo, enjeux et pratiques sociales, 2010. Taïrouba, Mali, le procès permanent, 2010. Ali Gilbert IFFONO, Résistance et survie, un peuple de Guinée face aux colonisations, les Kissia, Guinée, Libéria, Sierra Leone, 2010. Kiatezwa Lubanza Dio Luykaluka, la religion Congo, ses origines égyptiennes et sa convergence avec le christianisme, 2010. Kiatezwa Lubanza Dio Luykaluka, l'inefficacité de l'Église face à la sorcellerie africaine, 2010. Richard Eysu, Démocratie en Afrique francophone, une pure fiction, 2010. Ambroise VBUKASSA, Congo-Zaïre, éternel rebelle au consensus politique, 2010. Remerciements. Je voudrais remercier l'ensemble du personnel du ministère de la décentralisation, en particulier les anciens ministres, M. Dieudonné Pambo et M. Richard Auguste Onouviet pour leur préface et pour la confiance qu'ils m'ont accordée, leur directeur de cabinet Mme Noélie Nobam et Mme Ida Retenoassounet pour leur confiance dans mon expertise, ainsi que les membres des commissions Madoc, M. Michel Ondo Ndong, M. Pascal Moussavou Mbiena, M. Eustache Mandjouhoyola, M. Paul Ngomayong, M. Gervais Tembongo OTANDO, M. Hervé Christian NGANGUI, Mme Irène Patricia MANGUILABOUSSAMBA, M. Joseph MBANGHA, M. Hans Emery DICKARADO, M. Gabriel Gabin Mavungu, M. Venceslas Mambundu, M. Paco Mitesana, M. André OGNANEOBANG, M. Bertrand BISSIELOMADOUNGOU, M. Alexis Essono Ovono, Madame Maryse Mouenkoula, Madame Chantal MINTZIDEABESSOLO et Monsieur Patrick MOUKALA pour tous les échanges que nous avons pu avoir et tout ce qu'ils ont appris sur le Gabon. Préface. L'économie du Gabon est essentiellement basée sur l'exploitation pétrolière et minière dont l'impact sur le monde rural est très faible, ou un développement du pays à deux vitesses, avec des villages qui se vident et des villes qui se saturent, avec leurs cohortes de problèmes. Insalubrité, promiscuité, risque sur l'environnement, bref, pauvreté. En 1960, la population rurale du Gabon représentait 80% de la population totale du pays. Actuellement, elle est descendue à 20%, pendant que la moyenne d'âge dans les zones rurales est passée de 45 ans en 1960 à 56 ans actuellement. Par ailleurs, l'enquête gabonaise pour l'évaluation et le suivi de pauvreté, organisée par le ministère de la Planification en 2004, a montré de très grandes disparités dans tous les secteurs entre les conditions de vie et d'accessibilité aux services sociaux des populations vivant dans les zones rurales et celles des centres urbains. Ainsi, des effets combinés de l'exode rural, du vieillissement des populations rurales et du manque de structures d'encadrement des paysans, il s'ensuit une réduction de la production des richesses en zone rurale. À titre indicatif, la superficie moyenne nationale cultivée par habitant était de 24 ares en 1960. Actuellement, elle est descendue à 4 ares. Enfin,
Toutes les études prospectives prédisent la disparition inexorable des villages gabonais, avec tout ce qu'ils incarnent au niveau culturel, économique et social, si rien n'est fait pour renverser la tendance du dépeuplement des villages que nous observons depuis 1960. Dès lors, la mise en œuvre d'une véritable politique de décentralisation apparaît comme le moyen le plus efficace pour briser la courbe de la grande pauvreté qui grimpe de manière dramatique dans le monde rural, éviter la mort inexorable des villages et en définitive parvenir à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, en garantissant un aménagement et un développement équilibré du territoire national. La politique de décentralisation peut être résumée par une image de notre sagesse africaine. Lorsque notre bras est court, nous devons nous aider d'une perche. Les collectivités locales sont la perche dont l'État s'aide pour apporter le développement au plus profond du pays, au niveau des couches les plus reculées de nos villes et villages. Pour s'en convaincre, il suffit de se poser la question suivante. Dans quel département ministériel se trouvent les services chargés de balayer les trottoirs, couper l'herbe le long des routes et des rues, créer et entretenir les espaces verts, ramasser les ordures ménagères, entretenir les cimetières, abattre les chiens errants ou les animaux dangereux, détruire les vieilles cases en ruine, construire les abris contre la pluie et le soleil, aménager les embarcadères, construire les petits ponts, boucher les nids de poules, dégager les troncs d'arbres tombés en travers des voies, vérifier la fiabilité des balances, etc. La réponse à cette question est sans équivoque. Seules les collectivités locales, du fait de leur proximité et de leur capacité à se démultiplier, sont à même d'effectuer ces tâches. Par conséquent, la collectivité n'est même pas un choix de société comme on aurait tendance à le croire. Elle est un impératif de développement et un facteur de progrès social. Souvent on entend certains, se réclamant d'un État central fort, le fameux État jacobin, rejeter l'idée même de la décentralisation au motif qu'elle est un risque financier pour le pays. Soit. Mais lorsqu'on leur demande qui doit s'occuper des opérations que nous venons de citer et qui relèvent du bien-être des populations, ils bottent en touche, et se mettent à développer non pas sur la pertinence de cette politique, mais plutôt sur la capacité des collectivités à assumer ces compétences, ce sur quoi nous sommes tous d'accord. Ainsi donc, la question n'est donc pas de savoir pourquoi, mais plutôt comment faire la décentralisation. Plusieurs États en Afrique ont, de manière volontariste, situé la décentralisation au cœur de leur processus de développement, parce que tenant compte des insuffisances avérées de l'État central dans l'administration des compétences que nous avons identifiées plus haut, mais aussi dans la gestion des domaines éloignés de l'administration centrale que sont l'école du village ou du quartier, le dispensaire du village ou du quartier, la route interdépartementale, les voies communales, etc. Selon les pays, des modalités différentes ont été mises en place. Au Ghana, la volonté de relance de la décentralisation correspond au souhait du président Koufour élu en décembre 2000, de se lancer dans une nouvelle phase de la décentralisation, celle-ci étant inscrite dans le document de lutte contre la pauvreté. Les questions à régler sont encore nombreuses. Élargir la démocratie locale par l'élection des chefs de district. Faire des niveaux local et régional des niveaux décentralisés. Renforcer l'autonomie locale en décentralisant notamment la gestion et le paiement des fonctionnaires. Définir une décentralisation fiscale. Définir le rôle des autorités traditionnelles qui arbitrent et gèrent les questions foncières. Assurer une meilleure articulation des structures nationales et locales, etc. La loi 1996 propose une réforme de la décentralisation en 3 points. Création des collectivités locales à l'échelon régional, 10 régions sont ainsi créées. À la même échelle, sont créées des agences régionales de développement, ARD. Ces agences sont le lieu d'orchestration de l'ensemble des collectivités locales, et doivent favoriser une cohérence entre les différents niveaux. Remplacement de la tutelle a priori, par un contrôle de légalité a posteriori. Transfert de compétences de l'État vers les collectivités locales. La loi prévoyait une expérimentation de ce nouvel édifice institutionnel pendant 5 ans. Après plusieurs errements,
La décentralisation connaît une nouvelle étape en mars 2002. Création d'une 11e région, réforme fiscale qui devrait permettre de rétablir le lien entre la direction de la décentralisation et les collectivités locales, remontée et contrôle des budgets. En Côte d'Ivoire, l'année 2001 marque une accélération dans le processus de décentralisation. La loi 2001 comporte 3 réformes. Couverture complète du territoire des collectivités locales, extension de la communalisation aux communes rurales. Au total, on devrait aboutir à environ 200 communes urbaines et 40 communes rurales. Pour accompagner la communalisation, l'élaboration d'un cadastre simplifié est prévue grâce à un financement de la coopération canadienne. Création d'une architecture institutionnelle à 3 niveaux, les communes, les départements 56 et les régions 19. Changement de gouvernance des 2 principales villes du pays, Abidjan et Yamoussoukro qui n'ont plus à leur tête de maire élu. Elles sont des districts dirigés par un gouverneur. De plus, cette décentralisation devrait s'accompagner d'une réforme du foncier qui permettrait une rationalisation de l'usage et de l'exploitation des terres. Au Burkina Faso, l'État est engagé depuis 1993, notamment par les lois du 7 mai 1993 portant sur l'organisation de l'administration territoriale et du 12 mai 1993 portant organisation municipale, dans un processus de décentralisation des pouvoirs qui tente à promouvoir le développement communal et à renforcer la gouvernance locale. Ce dispositif a été revu à plusieurs reprises, en 1998 par les lois du 6 août portant organisation administrative et ainsi que organisation et fonctionnement des collectivités locales, puis en 2002. Dans ce pays, la décentralisation repose sur 2 niveaux de collectivités locales, la province et la commune, celles-ci pouvant être urbaines ou rurales. Seules les communes urbaines existent aujourd'hui. Le processus de délimitation territoriale des communes rurales a été entamé en février dernier. Les provinces sont mises en place depuis 3 ans. Au Bénin, la décentralisation est à un seul niveau, celui de la commune urbaine et rurale, qui dispose de 2 niveaux de subdivision administrative, l'arrondissement et le quartier ou le village. Tout dispositif de développement local se situe à ce niveau, même si un conseil département de concertation et de coordination permet l'harmonisation entre les communes du département et les services déconcentrés de l'État au niveau départemental. La liste des compétences communales est arrêtée précisément et limitativement par la loi du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Autrement dit, à la différence du régime classique, il n'existe pas de principe général de compétence pour les affaires locales. Les conseils municipaux sont installés depuis mars 2003. Les transferts de moyens locaux et personnels avaient été planifiés et ont permis un démarrage de ces nouvelles communes. Un dispositif d'appui est en place sous la forme de la mission de décentralisation des collectivités locales, qui joue un rôle de structure de conseil, d'appui matériel et de formation au profit des communes. Le Gabon a bien adopté la loi, mais il l'a fait dans un contexte de lutte politique, les accords de Paris. Ce qui donne à penser que sa non-application résulte d'une certaine incapacité des acteurs politiques nationaux à assumer collectivement et courageusement cet épisode de l'histoire de notre pays. Or nous devons avancer, car au-delà des luttes de factions il y a l'impératif et l'urgence d'apporter du développement dans les zones rurales et les quartiers non ou sous-intégrés de nos villes, en proie à une pauvreté de plus en plus grandissante. Il y a donc nécessité d'une volonté politique plus affirmée, mais aussi d'une relecture de la loi pour en extraire les éléments de blocage et prendre les lois et textes d'application qui s'imposent. Le présent ouvrage de M. Valéry Garando est une analyse approfondie du dispositif institutionnel du Gabon en matière de décentralisation. Il retrace l'histoire de la décentralisation dans notre pays et montre que très tôt déjà, dans la période coloniale, le pouvoir central avait consenti un transfert de compétences aux communes de Libreville et de Port-Gentil par souci d'aménagement et d'intégration. Plus tard, la loi de 1960 sur les collectivités rurales, prolongée par la loi de finances de 1962, en dehors de la taxe vicinale, du produit des centimes additionnels, des patentes et des licences consentait aux collectivités rurales une ristourne de 4% sur les grands impôts, IRPP, TVA,
ce qui leur a permis de réaliser des actes de développement qui sont restés gravés dans la conscience des Gabonais: aménagement des routes départementales, construction de ponts, d'écoles et dispensaires. Cet ouvrage nous force à une relecture d'un travail législatif formidable, qui pâtit d'un manque d'audace ou, pour utiliser l'expression la plus commode mais aussi la plus énigmatique de chez nous, d'un manque de volonté politique, volonté nécessaire au transfert de compétences de l'État vers les collectivités locales, car c'est cela la clé de voûte du système de la décentralisation qui, rappelons-le, est inscrite dans notre Constitution. La difficulté à appliquer le transfert de compétences a constitué une des principales pierres d'achoppement de l'application de la loi 1596e. L'État central, jacobin par nature, ayant à tort ou à raison, craint de mettre à la disposition des collectivités locales des moyens dont ces derniers ne feraient pas bon usage du fait de la faiblesse de leurs ressources humaines. Bref, l'ouvrage de M. Garando, parce qu'il explicite toutes les dispositions utiles de la loi, montre bien qu'il n'y a vraiment pas lieu de paniquer, que le processus est sous contrôle et que, plutôt que d'une révolution, il s'agit d'un savoir de justice et de solidarité nationale. Dieudonné Pambo, député à l'Assemblée nationale du Gabon. Ancien ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Avec tout cela, mes encouragements et mes remerciements pour votre précieuse contribution à mes côtés pour l'avancement du dossier Décentralisation au Gabon. ONOUVIET Richard Auguste. Ancien ministre de la décentralisation et de la ville. Introduction. La décentralisation se présente comme un phénomène mondial. Elle fait désormais partie du langage et des pratiques de la plupart des bailleurs de fonds, qui s'investissent dans la coopération pour le développement. La Banque mondiale estime à 80% le nombre des pays en développement, y compris les économies de transition des Europes centrales et orientales, qui expérimentent une forme ou une autre de décentralisation. 1. Le processus de décentralisation. Depuis la fin des années 1980, dans de nombreux États du Sud, la décentralisation est devenue une priorité politique affichée. Elle se présente comme une évidence. Mais ce n'est pas une affaire nouvelle. Rappelons ce qu'en disait Anne de Tocqueville, il y a déjà un siècle et demi. La décentralisation n'a pas seulement une valeur administrative. Elle a une portée civique puisqu'elle multiplie les occasions pour les citoyens de s'intéresser aux affaires publiques. Elle les accoutume à user de la liberté. Et de l'agglomération de ces libertés locales, actives et sourcilleuses, naît le plus efficace contrepoids aux prétentions du pouvoir central, fussent-elles étayées par l'anonymat de la volonté collective d'eux. La décentralisation ne va pourtant pas d'elle-même. La difficulté à mettre en œuvre les politiques de décentralisation le démontre. En effet, la décentralisation est en rupture avec les conceptions dominantes dans la période des indépendances. La libération politique était appuyée sur le droit à l'autodétermination, compris alors comme le droit pour chaque peuple de construire son État. La création d'États capables de préserver l'indépendance et de construire l'unité nationale n'est pas discutable. 2 facteurs d'évolution vont affaiblir cette évidence. La libération économique ne suit pas la libération politique, et les États ne sont pas en mesure d'assurer dans le système international une défense de leurs intérêts économiques. Les différenciations sociales croissantes rendent plus criante la sous-estimation des libertés et de la démocratie dans les politiques de développement et dans l'évolution des sociétés. La prise de conscience de cette évolution est forte. Elle n'empêche pas le sentiment que la décolonisation reste inachevée et que les raisons de cet inachèvement n'ont pas encore été analysées. La décentralisation est contradictoire. Elle traduit le désengagement des États qui résulte des politiques d'ajustement et de libéralisation. Elle correspond aussi à une très forte revendication de démocratie de proximité et de participation, même si l'on peut nuancer cela pour le Gabon. On peut faire l'hypothèse qu'elle correspond à une tendance lourde de l'évolution actuelle et à un mouvement historique qui prend des formes diverses en fonction des situations spécifiques. Les stratégies qui encouragent la décentralisation s'étendent dans les pays industrialisés et dans les pays du Sud. Cependant, les processus de décentralisation recouvrent des formes très variées d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre et selon l'histoire de ces régions et pays.
La montée des pouvoirs locaux est la principale manifestation de ce mouvement historique. Elle emporte les contradictions. Dans chaque pays et sur la scène mondiale, les pouvoirs locaux sont de plus en plus visibles. Les réalités sont pourtant très différentes suivant les situations. Les difficultés de traduction illustrent cette diversité et les différences d'appréciation du phénomène. Il n'est pas équivalent de parler de municipalité, de commune, de collectivité locale, de collectivité territoriale, de pouvoirs locaux, d'autorités locales, d'institutions communautaires de base. Les collectivités locales ont existé partout. Elles plongent leurs racines dans l'histoire longue de chaque formation sociale. Cet ancrage leur donne leur légitimité. Il justifie les attentes que les citoyens, les États et les institutions internationales mettent dans l'action des institutions locales. Au-delà de la diversité des histoires, des cultures et des situations, il y a là un mouvement convergent, actuel, à l'échelle mondiale, dont il faut comprendre le sens. La décentralisation en Afrique. Présentée comme une nouvelle clé de la démocratie et du développement dans ces pays, elle a suscité le concours rapide des acteurs de la coopération internationale. La situation économique et financière ainsi que le mouvement de démocratisation des États africains ont beaucoup influencé le cours des processus de décentralisation en Afrique. La plupart des processus de démocratisation engagés par les pays africains depuis les années 1990 comportent un volet décentralisation. Ils reconnaissent, non sans difficulté, la liberté municipale en accordant aux communes un statut de collectivité locale décentralisée, avec élection de maires et transfert de compétences. La diversité des politiques de décentralisation trouve en grande partie son origine dans l'histoire des pays, dans leur histoire précoloniale, dans leur héritage colonial et dans leur histoire de la décolonisation. La profondeur historique et le contenu des expériences de décentralisation sont très variables dans les pays du Sud. Elles ont une histoire coloniale ancienne en Asie du Sud, plus tardive en Afrique anglophone, post-coloniale en Afrique francophone et datant seulement des années 1980-90 pour la plus grande partie de l'Amérique latine 3. L'héritage colonial est souvent marquant dans la culture politique et surtout dans les cultures juridiques et administratives. Les cultures administratives issues des gestions coloniales britanniques, françaises ou portugaises sont encore prégnantes. La gestion des empires coloniaux qui se sont partagés le continent africain a reposé sur un modèle autoritaire, malgré des variations dictées par l'identité et l'histoire des métropoles coloniales. Le système colonial britannique a reposé sur la décentralisation et la diversité du système d'administration. L'approche française est à l'opposé de la vision anglaise avec une administration directe, jacobine et assimilationniste. Cette différence est illustrée par l'existence des communes sénégalaises de plein exercice 4. Les approches de la décentralisation en sont marquées. Michel Leclerc-Olive 5, par exemple, distingue une approche projet qui correspondrait à une conception anglo-saxonne. L'appui à la décentralisation consisterait alors à soutenir les initiatives locales qui émanent de la société civile, des ONG ou du secteur privé, sans renforcer les pouvoirs publics locaux conçus alors comme une pure administration, et une approche institutionnelle qui correspondrait à une conception latine, L'. Appui à la décentralisation consisterait alors en un appui aux autorités publiques locales et à leur administration, pour les rendre plus aptes à organiser le développement au niveau de la collectivité territoriale. Pour les institutions internationales, les deux principaux enjeux de la décentralisation en Afrique sont la démocratie et le développement locaux. La série de réformes administratives qui commence dans la décennie 90 en Afrique met en avant la décentralisation en réponse à la vague de démocratisation et à la volonté de moderniser l'administration territoriale. La décentralisation se présente comme une réponse à la double crise économique et sociopolitique qui secoue les sociétés africaines et les États CIS. La décentralisation est un moyen pour les populations africaines de prendre la parole sur les questions de gestion publique. C'est une des modalités de l'exercice de la démocratie. On attend également de la décentralisation une libération des énergies à la base permettant de donner un nouveau souffle au développement en Afrique. La participation devrait permettre une appropriation locale des politiques de développement
et une prise en charge par les populations bénéficiaires des services locaux, y compris au niveau du coût de ces services. La réalité montre que l'engagement des gouvernements africains dans les politiques de décentralisation est motivé par deux raisons essentielles: la restauration de la paix sociale et l'émergence de pôles de développement permettant de desserrer la pression sur les grands centres urbains. Mais avant d'aller plus loin, il nous semble important de comprendre les enjeux sous-jacents derrière les processus de décentralisation et de réfléchir sur les diverses théories liées à celles-ci. Chacun de ces courants de pensée s'appuie sur une conception particulière de la décentralisation, qui engendre des conceptions différentes sur le terrain. Les théories de la décentralisation. Dans sa définition la plus courante, la décentralisation désigne le transfert d'une partie du pouvoir de l'État national à des instances régionales ou locales. Du point de vue de l'action publique, à l'impératif d'unité de cette action correspond la centralisation, à la revendication de diversité, la décentralisation. Toutes les deux coexistent dans les différents systèmes politiques. Un consensus des instances internationales paraît se dégager, plus nettement au cours des années 90, pour reconnaître qu'un excès de centralisation ou une autonomie locale absolue serait également déplorable, et qu'il faut œuvrer à la mise en place d'une meilleure collaboration entre les centres de décision nationaux, régionaux et locaux. Malgré les dénominateurs communs de la décentralisation, il n'existe pas de consensus au niveau des définitions des différentes formes qu'elle peut prendre. Il convient toutefois de s'interroger sur le sens que chacun donne à ce concept de décentralisation. À l'heure actuelle, il est employé pour dépeindre des approches, des contextes et des phénomènes qui diffèrent les uns des autres. Il n'existe donc pas une seule façon de décrire le concept, d'autant plus qu'on retrouve dans la littérature une panoplie de termes pour désigner ces différentes formes et ces divers degrés. Il en résulte une ambiguïté qui a pour conséquence que le concept de décentralisation s'applique aujourd'hui à toute une gamme de dispositifs institutionnels. Ce terme est utilisé depuis les années 60 pour désigner un vaste éventail de programmes de réformes institutionnelles. Dès cette époque, la décentralisation apparaît comme un objet d'étude important de la part des milieux scientifiques. Cet attrait ne fait que relater la grande popularité des politiques de décentralisation appliquées à travers le monde, essentiellement dans les pays occidentaux au départ. Il existe plusieurs formes de décentralisation. Nous reprenons ici le découpage effectué par Rondinelli 8. Il est difficile de placer un pays comme le Gabon dans telle ou telle forme, on constate souvent sur le terrain une mixité des formes. Ce découpage stipule une interprétation large, qui distingue 4 formes de décentralisation. 1. La déconcentration ou décentralisation administrative est le degré le plus faible de décentralisation. Les instances périphériques déconcentrées ont un degré de dépendance très grand vis-à-vis des instances centrales. En général, ces dernières font partie d'une administration dirigée par le centre. Elles ne disposent pas de postes d'autorité autonome, n'ont pas de compétences propres et leur financement est attribué par les instances centrales. Tout au plus, jouissent-elles d'une certaine marge de manœuvre dans la gestion du financement et des compétences qui leur sont confiées. La déconcentration, telle que définie par de nombreux auteurs dont Rondinelli, se traduit par des administrations locales agissant comme des succursales du gouvernement central. On trouve en partie cette forme au Gabon, en particulier dans le domaine scolaire. 2. La délégation ou décentralisation fonctionnelle réfère à la situation où le gouvernement central transfère la responsabilité de la prise de décision et l'administration des fonctions publiques aux administrations locales, ou à des organisations qui sont soit indépendantes, soit sous le contrôle indirect du pouvoir central. Il existe de nombreuses façons de moduler les attributions, pour obtenir une décentralisation sous forme de délégation. Ce type de décentralisation est à mi-chemin entre la déconcentration et la dévolution. Avec la délégation, les instances décentralisées ne font pas directement partie de l'organisation centrale. Elles possèdent une plus grande autonomie que les organisations déconcentrées. Cette autonomie est cependant limitée et moins grande que celle des instances décentralisées, sous forme de dévolution.
Elle est considérée comme fonctionnelle parce qu'elle est caractérisée par des fonctions qui sont confiées aux instances périphériques dans un domaine de compétences précis. Son financement est très variable et peut, selon le cas, provenir du centre, de la périphérie, ou encore des deux à la fois. Au niveau de la gestion des fonctions attribuées, les instances décentralisées par délégation jouissent d'une certaine autonomie. Cette autonomie sera d'autant plus grande si l'instance jouit également d'un certain contrôle sur les sources de financement et sur le choix des dirigeants. Cela correspond en partie au fonctionnement des collectivités locales gabonaises, avec l'application mitigée de la loi 1596e. 3. La dévolution ou décentralisation politique implique du gouvernement central un transfert d'autorité dans la prise de décision de responsabilité, de ressources et de recettes à des collectivités locales. Ces dernières sont dotées d'une autonomie totale et habituellement reconnues comme des entités juridiques indépendantes. En effet, la dévolution se distingue des deux autres types de décentralisation par un degré d'autonomie très grand. Les sources de financement sont autonomes, mais pas totalement. Selon le cas, des transferts ou des subventions peuvent être versés par les instances supérieures. C'est dans la dévolution que l'autorité est la plus décentralisée. Habituellement, les dirigeants sont élus par la base, ce qui leur donne une indépendance vis-à-vis du centre. Quant aux compétences, elles sont multisectorielles. Elles sont également multifonctionnelles car elles doivent assurer toutes les fonctions découlant d'une compétence. Le transfert de pouvoir aux acteurs locaux doit s'inscrire dans une démarche institutionnelle légale, afin de garantir une légitimité à ceux-ci. On trouve cela dans l'esprit de la loi 1596e au Gabon et dans sa réforme. 4. La privatisation ou la décentralisation structurelle est le type de décentralisation le plus poussé. Elle consiste à transférer dans le domaine privé des organisations du domaine public. Sous cette forme, l'indépendance est totale. Il peut également s'agir de confier à des organisations privées des fonctions habituellement remplies par des organisations publiques. Les compétences de ces organisations sont la plupart du temps multisectorielles, et elles disposent de toutes les fonctions dans l'usage de leurs compétences. Le financement est complètement autonome dans le cas d'une privatisation complète. En ce qui concerne l'autorité, l'autonomie est très grande et les dirigeants sont désignés par l'organisation elle-même. Cela correspond par exemple au rôle de SOVOG dans le ramassage des ordures ménagères. Le choix du sujet. Le Gabon n'a pas échappé à ce mouvement de décentralisation. La prise en compte des entités locales a permis cette réforme. En 1996, le gouvernement gabonais a opté pour une politique de décentralisation. Cette politique est un facteur d'importance stratégique pour le développement du pays. Avec la décentralisation, les collectivités territoriales sont devenues des espaces appropriés au sein desquels les anciens administrés manifestent leur capacité à prendre des initiatives et à participer de façon effective, dans leur localité, au processus de prise de décision sur le développement. L'objet de cette étude est d'examiner l'évolution dans le temps de ce changement institutionnel. La question que nous nous posons est de savoir dans quelle mesure la décentralisation peut s'appliquer au Gabon en fonction des contraintes et des réalités de ce pays. Autrement dit, comment ce processus peut apporter une nouvelle organisation de l'État plus efficace et permettre sa modernisation et son développement. 9. L'intérêt de ce sujet se situe à plusieurs niveaux. Il se situe d'abord sur le plan politique. La décentralisation au Gabon, comme ailleurs en Afrique, résulte du mouvement de démocratisation des années 1990. Déjà par le passé, des expériences furent tentées en ce sens dans le pays, aussi bien sous la colonisation qu'après l'indépendance. Mais les options centralisatrices du colonisateur français, d'une part, comme celles des autorités du Gabon indépendant d'autre part, prévalurent sur toute autre chose, empêchant ainsi l'élaboration et l'application d'un authentique statut de décentralisation au profit des collectivités locales existantes. 10. La mise en place de la décentralisation est ainsi perçue comme l'un des signes de démocratisation du pays. Cependant, la réalisation d'une telle politique ne va pas de soi. Elle doit prendre en compte plusieurs facteurs afin d'être viable et pas seulement un texte de loi supplémentaire. D'une part,
La décentralisation est une nouvelle forme d'organisation de l'État qui doit rompre avec plus de 30 ans de centralisme. Durant cette période, la politique systématique de centralisation administrative et financière adoptée par les autorités gabonaises a conduit à annihiler toute initiative locale et à éloigner la responsabilité administrative de son point d'application 11. D'autre part, la volonté exprimée de donner une certaine autonomie aux collectivités locales se retrouve dans la loi 1596e. Enfin, la décentralisation devra permettre un meilleur développement du pays. Il se situe ensuite sur le plan économique. La décentralisation peut être un moyen d'optimiser l'offre et le financement des biens collectifs, en répartissant les biens publics et la perception des recettes destinées à les financer entre les échelons de gouvernement les mieux à même de les assurer. Cela permettrait, entre autres, une meilleure lisibilité du potentiel de chaque collectivité locale. Jean-Pierre Elong Mbassi estime que l'intérêt de l'approche du développement par le biais des économies locales réside dans le fait que l'on touche de cette manière au caractère concret du développement. Ceci amène à concevoir le développement comme un processus de libre adhésion des populations au processus de modernisation, impliquant la mobilisation de toutes les forces vives et l'établissement de véritables coalitions locales pour la conduite des changements de toute nature nécessaires à l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations 12. Ce point de vue donne aux collectivités locales des responsabilités importantes en matière de développement. Il se situe enfin sur le plan social. La décentralisation est perçue comme une nouvelle répartition des ressources et du pouvoir. Elle pourrait ainsi faciliter la redistribution et l'atténuation de la pauvreté en favorisant, au niveau local, un contrôle plus grand sur les ressources et leur utilisation, à condition que la participation soit étayée par des ressources suffisantes. La décentralisation doit permettre aux collectivités locales une plus grande implication dans la production et la fourniture des services publics de base tels que la santé, l'éducation, le soutien aux couches défavorisées et la lutte contre l'insécurité, la délinquance et l'exclusion sociale, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. Ce travail de recherche sur la décentralisation au Gabon a pour ambition d'analyser un processus aussi ambitieux que complexe, afin d'informer le lecteur sur les acquis et les débats autour du processus de décentralisation dans ce pays. Cette étude sur la décentralisation se justifie par l'importance des objectifs et des attentes placées en elle pour le développement du pays, et aussi par les difficultés de mise en œuvre d'une telle politique dans un pays n'ayant aucune tradition démocratique. 13. Le sens de ce travail n'est nullement d'atteindre l'exhaustivité, ni d'aboutir à une solution définitive aux problèmes posés. Il s'agit d'apporter des éléments de précision, mais aussi un éclairage critique sur le processus de décentralisation au Gabon. Il tente de faire prendre conscience du décalage qui existe aujourd'hui entre les attentes des citoyens vis-à-vis de leur collectivité locale et la réalité de ce qui leur est proposé. Ce travail a été abordé de manière chronologique et institutionnelle. Il s'agit pour nous de présenter l'évolution territoriale du Gabon à travers le spectre de la décentralisation. En effet, s'interroger sur la décentralisation, c'est s'intéresser à l'histoire des pouvoirs et se poser la question de leur architecture territoriale. Dans cette optique, nous avons divisé notre travail en 5 parties correspondant à de grandes étapes du processus de décentralisation au Gabon. Tout d'abord, nous estimons que ce processus s'inscrit dans un processus historique de construction de l'État gabonais. Il est donc important de voir les balbutiements de ce processus sous la colonisation, et de comprendre comment l'État indépendant est imprégné petit à petit de ce phénomène. Cette première partie reprend la période coloniale et celle allant de l'indépendance à la Conférence nationale de 1990. Ensuite, nous expliquerons le grand tournant que constitue le vote de la loi 1596e concernant la décentralisation. Cette loi définit de nouvelles règles de fonctionnement pour les collectivités locales. Elle indique aussi les orientations prises par l'État sur le mode de décentralisation voulu pour le Gabon. Après avoir analysé la loi en elle-même, nous montrerons les conséquences et le bilan de son application. Notre troisième étape correspond à la mise en place d'un ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire en janvier 2006, et à celle de la commission interministérielle de 2006.
Cette partie est différente car contrairement aux deux premières, à partir de 2006, nous sommes devenus acteurs à part entière du processus de décentralisation. Cette commission va permettre de trouver un consensus sur les questions suivantes. La suppression de la commune rurale, la création des communautés rurales, de la police municipale et de la région comme collectivité locale, la tutelle de l'État, le cadre juridique des ressources financières, les difficultés de recouvrement des impôts locaux. Elle est le point de départ des transformations de la loi qui vont suivre. La quatrième étape de notre étude est marquée par la mise en place d'un comité ad hoc, en 2007, chargé de modifier la loi 1596 et de faire des textes d'application sur l'organisation des finances et de la comptabilité des collectivités locales et des établissements publics locaux, la tutelle de l'État sur les collectivités locales, le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales. Cette partie explique la stratégie choisie par le ministère, à savoir la réalisation d'un séminaire sur le transfert des compétences avec les ministères concernés, la mise en place du comité ad hoc et d'un séminaire de restitution des travaux. Enfin, la dernière étape est l'institution d'un nouveau ministère de la décentralisation et de la ville en 2009. Il met en place un comité ad hoc chargé de modifier la loi 1596 et de faire les textes d'application sur la tutelle de l'État sur les collectivités locales, le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales, l'organisation des finances et de la comptabilité des collectivités locales et des établissements publics locaux, la coopération décentralisée des collectivités locales, le financement des collectivités locales, l'organisation et le fonctionnement des secrétariats généraux des collectivités locales. Cette partie montre la nouvelle volonté politique du chef de l'État et le combat du ministre en poste pour faire adopter les textes suivants. Le projet de loi organique relative à la décentralisation et le projet de loi organique relative au transfert de compétences de l'État vers les collectivités locales, par le Conseil des ministres du 1er octobre 2009 en attendant le passage au Sénat. Première partie, la gestation de la décentralisation, 1905 à 1996. Les prémices de la décentralisation au Gabon et dans la plupart des pays de l'Afrique francophone débutent sous la colonisation. En effet, dans le monde colonial francophone, la décentralisation fait référence à la reconnaissance par le gouvernement central de l'existence de gouvernements locaux autonomes, ayant eux des compétences spécifiques et gérés par des instances autonomes. On retrouve cela à travers le découpage territorial mis en place par les Français. Afin d'avoir une bonne gestion de la chose publique, le colonisateur a créé une structure des hommes et des ressources. La création des communes intervient dans ce processus comme moyen de subordonner les populations locales à la puissance coloniale. 1. Les premiers pas de la décentralisation pendant la colonisation. La formation administrative du Gabon a été tardive. Il s'est écoulé plus de 15 ans entre la partition initiale de 1886 et l'organisation systématique en 1909. Il est vrai qu'avant d'être doté de frontières en 1903, le Gabon n'avait pas de définition territoriale précise. Au début, il y avait seulement des postes. Ceux-ci n'avaient pas de ressort territorial clairement défini. C'est la pratique des lieux, les itinéraires parcourus de village à village et le long des cours d'eau qui définissaient leur aire d'influence 14. 1.1 Du poste à la ville. La fonction principale des postes consistait à contrôler les activités commerciales et à veiller au respect des réglementations douanières. Ils contribuèrent également à diffuser l'influence politique et servir de lieu-test pour la mise en place de l'impôt indigène. Le poste comprend plusieurs éléments: un chef de poste français, un bureau, un drapeau, quelques miliciens et parfois une mission religieuse. En 1905, les postes sont répartis en deux catégories, les régions et les cercles. Nous avons 3 régions, Libreville, Nyanga, Mayumba et Logoué, et 4 cercles, Komo, Okomo, Urungu et Fernand-Vache, chacun étant constitué de plusieurs postes. En 1906, les cercles, 19, passent sous la dépendance des régions, amorçant le système à 2 niveaux qui constitue depuis la base de l'administration territoriale.
Le changement se poursuit en 1907 avec l'arrêté du 14 décembre qui organise le territoire en 4 régions et 8 cercles. En 1908, l'organisation est à nouveau modifiée et compliquée, par l'introduction d'une nouvelle entité, le district, subordonné à la région ou au cercle. Maîtrisant avec peine un espace encore mal connu, l'administration coloniale le décompose et le recompose en quête d'une formule satisfaisante. Entre 1905 et 1909, les arrêtés se multiplient pour aboutir à la clarification de 1909 qui met en place les 2 niveaux de l'encadrement territorial, circonscription et subdivision. Tous les postes deviennent dès lors des chefs-lieux, ceux des subdivisions étant subordonnés à ceux des circonscriptions qui eux-mêmes assurent le relais du chef-lieu de la colonie 15. Les subdivisions ne seront pas délimitées dans l'immédiat, c'est l'action de leur chef qui dessina leurs contours par la pratique détournée. Ces appellations sont modifiées en 1934, 1946 et 1975. Les changements de vocabulaire jalonnent les grandes réformes administratives, mais ils ne portent pas atteinte à la continuité de l'action. À en juger par le nombre d'essais appliqués à déterminer rationnellement les espaces territoriaux, on peut être sûr que la rationalité n'était pas donnée d'emblée 16. 1.2 Le premier découpage du territoire. Avec l'arrêté de 1909, pour la première fois, le territoire gabonais se trouve partagé dans son intégralité. Ce découpage est déterminant pour la suite. En effet, on constate une permanence d'ensemble entre les postes de 1909 et le réseau urbain actuel. Les capitales provinciales étaient déjà toutes des chefs-lieux. De même 15 des actuelles préfectures se retrouvent déjà dans la liste des postes. La fixation du nombre respectif de régions et de postes est déterminée par les contraintes budgétaires. Ce premier découpage territorial a laissé quelques traces. Des fragments de lignes alors définis servent toujours de limite entre provinces, départements ou cantons. Ce ne sont certes que des linéaments de l'espace administratif contemporain, mais la dynamique des contours est désormais amorcée. Le découpage colonial est loin d'avoir été guidé par des principes désintéressés, et il a contribué pour beaucoup au manque de cohésion nationale des nouveaux États africains. Examinons dans le détail l'évolution pour les différents niveaux de ce premier découpage territorial. La mise en place des provinces. Les circonscriptions de première grandeur ont évolué vers la constitution de grands ensembles, les provinces. De 20 en 1909, elles finirent par se stabiliser à 9. Les 9 provinces résultent d'un compromis, atteint par approximations successives, entre un trop grand morcellement et un regroupement excessif. L'équilibre réalisé en 1950 a donné satisfaction, puisqu'il n'a pas été modifié depuis. La création de ces entités a permis la mise en place des structures majeures de l'espace gabonais, en termes d'encadrement administratif. La formation des provinces n'a pas fait disparaître les pays ethniques, ils constituent la trame des ensembles de 2e et 3e grandeur 17. L'action du colonisateur visait clairement à la distribution territoriale des sous-ensembles ethnolinguistiques, à partir de critères de distinction et d'homogénéité relative, de sorte que leur localisation corresponde avec le tracé des subdivisions administratives, même si cela devait conduire à déplacer des populations entières de leur lieu de vie naturel. Les administrateurs du Congo français en faisaient même un objectif essentiel comme l'atteste un rapport officiel de 1911 où il était spécifié. Les circonscriptions administratives doivent constituer un tout homogène et, dans leur détermination, les facteurs ethnographiques et économiques sont d'un intérêt plus immédiat que les considérations d'ordre géographique 18. Pour Roland Pourtier, ce mode de découpage n'arriva à créer qu'une seule grande unité administrative ethniquement homogène, le Wallentem. Issu de circonscriptions initialement créées dans le but d'exercer un contrôle politique sur les populations colonisées, les provinces ont acquis une identité dont les racines plongent maintenant dans une histoire suffisamment épaisse pour qu'elles se nourrissent de leur passé. On constate aujourd'hui une polarisation des politiques de développement d'aménagement du territoire autour des capitales provinciales. En reprenant le découpage administratif à son compte, la République en a reconnu la viabilité qu'elle conforte par son action. En effet, la célébration le 17 août de la fête de l'indépendance qui a lieu à tour de rôle dans 2 capitales provinciales est l'occasion de développer la province. La mise en place des départements.
Ce niveau portait le nom de subdivision pendant la période coloniale. Le destin de ce niveau se confond avec celui de son chef-lieu. C'est à son échelle qu'a lieu le contact direct entre administration et administré. Aussi la prise en considération du contenu humain pour déterminer son étendue n'est-elle pas sans importance. 19. Nous avons vu que la pratique des chefs de poste avait défini les limites de leur rayon d'action. Mais hors piste, certaines parties de la subdivision échappaient au contrôle administratif. Cette imprécision allait à l'encontre de la logique territoriale, qui veut que chaque subdivision subisse la même loi. Et la loi, dans l'esprit des colons, c'est d'abord la contrainte de l'impôt et des prestations. La mise en place des cantons. Le canton n'a pas la même signification que les deux niveaux supérieurs de l'encadrement, qui ont véritablement créé l'espace gabonais en lui donnant ses structures fondamentales. À l'origine, il s'agissait pour une administration étrangère de s'appuyer sur des chefs locaux susceptibles de relayer son action. L'absence de toute autorité à l'échelle de la province ou du département reportait à ce niveau l'organisation d'une chefferie indigène qui n'émergea que dans un grand flou. Les premiers chefs furent les otages d'une administration obsédée par la levée de l'impôt. Au fur et à mesure de cette collaboration, les chefs devinrent des partenaires plus ou moins zélés. Ce clientélisme sur lequel s'appuya les commandants manquait de rigueur administrative. Il convenait de clarifier les choses en définissant le ressort territorial des chefs coutumiers. 20. L'organisation se précisa au fil des années, mais c'est seulement en 1936 que fut constituée l'administration locale indigène. Une certaine ambiguïté subsista avec le maintien d'appellations diverses. L'administration coloniale a dû inventer des structures d'autorité qui n'existaient pas. Elle balançait entre le commandement ethnique et le commandement territorial. Le dosage entre les deux formes variait selon les situations locales. L'arrêté de 1936 stipule que le recrutement des chefs se fait de préférence parmi les descendants des anciennes familles désignées par la tradition ou la coutume pour exercer le commandement. 21. Mais cette délégation était un leurre puisque l'autorité était donnée de façon occasionnelle, pas transmissible et en aucun cas étendue. En outre, là où les chefs avaient une autorité reconnue, ils répugnèrent souvent à collaborer ou se retranchèrent derrière des hommes paravents. Les chefs de terre, de cantons, de tribus, tout comme leur territoire, furent pour une large part des créations coloniales. La mise en place des communes. 3 arrêtés de 1911 instituent les communes mixtes de Brazzaville, de Bangui et de Libreville. Ils ont pour but d'assurer une collaboration plus étroite entre l'administration et les populations, en permettant à celles-ci de s'associer dans une large mesure à la gestion des affaires de la commune. Selon les termes des décrets de 1909 et 1911, la commune mixte est dotée de la personnalité civile. Dans la foulée, le colonisateur crée plusieurs sortes de communes au Gabon. Ce sont les décrets de mai 1919 qui permettent la création dans les colonies d'un certain nombre d'institutions représentatives. Au Gabon, nous avons 2 sortes de communes. Les communes mixtes créées par arrêté du 20 juillet 1920, art. 5, dirigées par un administrateur-maire à Libreville. L'administrateur-maire est l'ancien chef de la circonscription de l'estuaire Gabon-Komo. La ville de Port-Gentil devient une commune mixte en 1936. Les communes de plein et de moyen exercice, les autres agglomérations urbaines du Gabon. Les communes mixtes sont considérées comme de nouvelles structures de participation populaire à la vie politique. Elles sont composées de 3 échelons. Au premier, nous avons les notables nommés par le gouverneur général en conseil privé ou en conseil d'administration. Au second, nous avons les membres élus au suffrage restreint, moitié par la population, moitié par le collège des notables. Au troisième, nous aurions dû avoir des membres élus au suffrage universel. 22. Les communes mixtes, 20 ans durant, remplirent à peine le rôle de courroie de transmission entre les citoyens locaux et l'État colonial, un rôle fort circonscrit à quelques centres et gros villages. Ces conseils, dépouillés de pouvoir réel, ne faisaient qu'émettre des avis qui n'obligeaient ni les gouverneurs généraux ni les gouverneurs. En 1936, le colonisateur crée des postes de contrôle administratif, PCA, pour compléter les 2 niveaux déjà créés. Ces PCA doivent permettre à l'administration coloniale d'atteindre les endroits les plus reculés.
Les PCA doivent devenir de unités de deuxième niveau. Cette même année, par l'arrêté du 28 décembre, il organise le canton et l'administration locale indigène. Une certaine ambiguïté subsista avec le maintien d'appellations entrées dans les habitudes. La terre, le canton ou la tribu sont constitués par un groupement de villages et des territoires qui en dépendent. Cette terminologie trahit les hésitations de l'administration contrainte d'inventer des structures d'autorité qui n'existaient pas. 23. Le Gabon fut découpé en 4 échelons administratifs pour servir de cadre à l'administration indigène: le canton, la terre, le village et le quartier 24. Cet arrêté fut pris par le gouverneur général Reste, qui, une fois nommé à la tête de l'AEF, s'attela à réorganiser le commandement indigène sur la base des principes qu'il avait auparavant expérimentés lorsqu'il était en fonction en Afrique de l'Ouest. Selon les termes de l'article 11 de cet arrêté, les chefs de canton et de terre devaient être recrutés de préférence parmi 5 catégories de personnes, classées selon un ordre de priorité: les descendants des chefs traditionnels, les Africains lettrés et surtout ceux qui ont rendu des services à la cause française et sont aptes à remplir ces fonctions par leur autorité et l'influence dont ils peuvent jouir dans le pays. Les secrétaires de première classe des chefs de terre et de canton qui ont accompli au moins 4 ans de service, les anciens militaires ayant effectué la durée légale du service et classés pour un emploi réservé, les fonctionnaires des cadres locaux supérieurs, c'est-à-dire les expéditionnaires et les interprètes ayant accompli au moins 4 ans de service. 25. Le statut du canton n'est pas très clair et le dosage de son commandement ethnique et territorial varie suivant les situations locales. L'arrêté du 26 mai 1953 présente la dernière image d'ensemble de ces 3 termes. Le pays est organisé en 110 cantons, 180 terres, 10 terres autonomes et 2 tribus. Dans la continuité des décrets de 1919, la loi de 1955 réorganise les municipalités au sein de la plupart des colonies africaines françaises. D'un côté, les communes de plein exercice qui constituent des collectivités réellement décentralisées, avec des conseillers et un maire élu; de l'autre, les communes de moyen exercice. Ces dernières sont des collectivités locales imparfaitement décentralisées, à cause du double mode de désignation de leurs organes: nomination de l'administrateur maire et élection des conseillers. Cette loi érige les localités de Libreville et Port-Gentil à un nouveau statut de commune de plein exercice. Le conseil municipal est élu. Le maire, lui, est élu par le conseil municipal dont les membres, des adjoints au maire, jouissent d'un mandat d'une durée identique de 5 ans. Ils dépendent tous du ministère de l'Intérieur auquel ils rendent compte de leurs activités par l'intermédiaire du préfet. Cette réforme municipale introduit le système électif et le suffrage universel direct comme seul mode de désignation des maires et des conseillers municipaux. La création des communes de moyen exercice fait suite à des revendications politiques. En 1945, certaines colonies remettent en cause le système colonial. C'est dans le but d'atténuer cette contestation qu'intervient donc la réforme municipale de 1955. À défaut de pouvoir permettre à ces colonies d'accéder à l'indépendance, cette réforme établit une simple décentralisation administrative dans un cadre limité, celui des principaux centres urbains d'Afrique. 26. La loi du 18 novembre 1955 innova en élargissant un peu les libertés communales. En effet, les commissions municipales cédèrent la place à des conseils municipaux désormais élus, tant dans les communes de plein exercice que dans celles de moyen exercice, le maire étant élu dans les premières, alors qu'il procédait toujours d'une nomination dans les secondes. Malgré tout, la participation des populations autochtones restait marginale, pour ne pas dire nulle. Seuls quelques indigènes élevés par l'administration au rang d'évolués jouissaient de la citoyenneté française et pouvaient théoriquement exercer leur droit de suffrage. 27. La loi du 10 novembre 1956 modifia la loi du 18 novembre 1955 en généralisant le droit de suffrage opéré par la loi-cadre du 23 juin 1956. C'est à la faveur de cet élargissement que des élections municipales libres furent organisées pour la première fois à Libreville, en novembre 1956, qui se soldèrent par la victoire du candidat Léon Mba, son premier maire. 28. Un arrêté du 1er juin 1957 éleva Mouila, Lambaréné, Oyem et Bitam au statut de commune de moyen exercice. Les tentatives de regroupement de villages.
La politique de regroupement a été mise en œuvre simultanément à l'occupation administrative, mais ce principe n'était pas nouveau. L'atomisation des villages et leur instabilité étaient considérées depuis longtemps comme une entrave à l'établissement de la domination coloniale 29. Pendant toute la Première Guerre mondiale, les regroupements ont été identifiés pour faciliter la collecte de l'impôt, l'exécution des prestations et compenser la fuite d'une partie de la population des villages vers les abris forestiers. Ces regroupements se sont heurtés à de fortes résistances. Devant ce mauvais bilan, le regroupement de villages a cessé après 1918. En 1931, le regroupement de villages connaît un nouvel essor. Cela est dû au développement des voies de communication routière. Ces regroupements ont conduit à vider les parties les moins peuplées du pays. Les premières vagues de regroupement s'étaient faites sans grande considération du fonctionnement sociologique des villages. Certains administrateurs avaient bien émis quelques réserves et mis en garde contre les perturbations que ne manquerait pas de provoquer le rassemblement arbitraire de groupes autonomes 30. Pour éviter tous ces débordements, l'administration fit plus attention à ce problème, en particulier dans les zones de passage afin d'éviter les regroupements de dissidents. Le programme consista surtout à regrouper en fonction de l'appartenance ethnique. En 1947, nous trouvons le premier programme de regroupement des villages pour l'ensemble du Gabon. Ce projet a été élaboré par le député gabonais, Jean-Hilaire Obam. Il pensait que c'était le problème central et premier du Gabon. Ce programme peut être considéré comme la charte des regroupements modernes, tout en s'inscrivant dans le droit fil de l'action administrative. Il représente le moment où l'encadrement de l'État bientôt indépendant s'articule sur la contrainte coloniale. La rupture avec le passé est plus apparente que réelle. Elle ne se situe que dans les intentions à caractère démocratique qui d'ailleurs feront long feu 31. Dans son programme, Jean-Hilaire Obam préconisait la constitution de villages de 500 à 1000 habitants et estimait sur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.